Allez, YouTube. Malheureusement pour moi, oui. J'ai un peu le stress, je te cache pas. C'est bon. Ok, bon, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette présentation. Donc, je me présente, je m'appelle Mathias Fonmarty. Je suis développeur de jeux vidéo indépendant depuis 2 ans et demi, on va dire. Je vais détailler tout ça par la suite. Donc, je vais vous parler de ce que je fais, à savoir créer un jeu vidéo et du métier de développeur indépendant, du quotidien en fait, que je vis. Donc, vous l'avez habilement deviné, avec cette diapo très subtile, créer un jeu vidéo, c'est un peu un rêve de gosse pour moi, donc j'ai essayé de suivre ce rêve-là et je vais vous dire comment ça se passe, un peu. Alors avant toute chose, j'aimerais quand même remercier Jessie de m'avoir invité, c'est super sympa, ça me fait très plaisir. Alors, c'est possible que la présentation dure un petit peu longtemps, n'hésitez pas à me dire si je m'éternise. N'hésitez pas à poser des questions aussi. Après la présentation, donc, bon, il y aura une session de questions, et il y aura une session de test pour ceux qui veulent. On a amené deux PC, enfin 2 Mac là pour tester. Éventuellement, vous pouvez tester sur vos machines à vous. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera à faire marcher tout ça. Alors, donc le plan que je vais suivre, c'est un plan relativement chronologique en fait, qui va suivre mon parcours à partir du moment où je me suis lancé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai commencé par une petite présentation de moi, de ce que j'ai fait, d'où je viens, pour que vous me connaissiez un petit peu mieux. Ensuite, je parlerai j'attaquerai un petit peu le cœur du sujet, je parlerai de la décision de se lancer en tant qu'indépendant. Ce n'est pas forcément une décision facile, j'ai beaucoup réfléchi, donc je vais détailler ce qui m'a poussé à faire ça. Et après, j'attaquerai, on va dire, la partie un peu plus concrète, comment est-ce qu'on crée un jeu, comment est-ce qu'on fait le premier prototype, comment on choisit ses outils, comment on se lance en vrai, quoi. Je continuerai avec une méthode de travail que j'ai fini par adopter, parce que c'est bien beau créer un prototype, souvent ça se fait assez vite, on peut le faire un peu dans le rush, mais pour travailler tous les jours pendant 2 ans, ça demande une certaine méthode. Donc je vais vous présenter la méthode que moi j'utilise, qui marche pour moi. Il y a peut-être des choses qui marcheront pour vous, qui vous intéresseront, peut-être d'autres qui vous paraîtront moins correspondre à ce que vous recherchez. Et je terminerai par les challenges que je rencontre, certains auxquels je m'étais préparé, d'autres qui m'ont beaucoup surpris. Donc voilà un petit peu, je terminerai évidemment avec un bilan, une conclusion sur ce parcours. Donc tout d'abord, une petite présentation sur qui je suis. Bon, sans grande surprise, j'ai fait le primaire, le collège, le lycée. Ce qui vous intéresse, c'est ce qui se passe après. Donc j'ai fait un bac S, une école d'ingénieur en informatique comme formation, donc plutôt une formation de développeur à la base. Par la suite, j'ai fait une thèse. Alors au passage, c'est pendant cette école-là que j'ai rencontré Jessie. J'ai fait une thèse par la suite que j'appelle gentiment Kinect sur un robot, à l'époque où Kinect n'existait pas encore, mais ça parle généralement aux gens. Donc le but, c'était de faire de la capture de mouvement à partir de caméras embarquées sur un robot, la capture de mouvement humain, d'accord, pour faire de l'interaction homme-robot, échanger des objets avec le robot, lui montrer les endroits, etc. J'ai continué un petit peu dans la recherche pendant 2 ans par la suite, et en 2010, j'ai été embauché dans une entreprise qui fait des scanners 3D, qui était un petit peu dans la continuité de ce que je faisais, toujours de la 3D à partir de caméras. Le but, c'était de numériser des pièces pour l'industrie avec une certaine précision pour faire des mesures mécaniques, on va dire. Et en 2013, je me suis lancé en tant que développeur indépendant. Donc ça va faire 2 ans. À côté de ça, j'ai toujours donné quelques petits cours en enseignement sur de l'informatique, globalement, dans l'école que j'avais faite en tant qu'étudiant. Je suis revenu après en tant que vacataire. Donc voilà, quelque chose qui me tient à cœur, que je présente ici. À côté de ça, sur le plan personnel, j'ai toujours aimé la programmation, créer des jeux. C'est un truc qui m'a pris assez tôt. Vous voyez, j'ai mis aux alentours de 6-7 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai commencé à toucher à des petits langages relativement simples, basiques. Et puis au fur et à mesure, j'ai changé de langage, j'ai changé de technique, d'outils. Mais globalement, ça m'a toujours suivi. Donc j'ai créé différents types de jeux, des petits shoot'em up, des jeux d'aventure, des jeux de rôle. Voilà. Et à côté de cette passion pour la programmation, j'ai aussi eu très tôt envie de faire du dessin et de la musique. Donc depuis que je suis gamin, j'ai appris à dessiner, à faire la batterie dans un petit centre culturel de quartier, hein, c'était pas un conservatoire, mais bon, ça m'a permis de me lancer là-dedans. Aux alentours de l'époque du lycée, j'ai commencé à toucher à la 3D, à l'animation, tout ça un peu en autodidacte, hein, parce qu'on n'apprend pas vraiment ça à l'école, en tout cas pas à ce niveau-là. Et par la suite, je me suis mis plus récemment au piano et au dessin numérique, donc voilà, j'essaye de nouvelles techniques. Alors, pour vous présenter les premières réalisations que j'ai faites, ça date, hein, ça c'est du très vieux. Le premier programme que j'ai fait sur MO5, peut-être les plus vieux d'entre vous connaissent, c'est du très très vieux. Voilà les premiers petits jeux, limite pixel art, enfin pixel art, je sais pas.
plus ou moins inspiré des jeux que je voyais à l'époque, genre Micro Machines, un pseudo Star Fox fait avec mes moyens du bord. Plus récemment, ça c'est l'époque du... enfin, plus récemment, c'était plus récent que cela. C'est l'époque du lycée où là j'essayais de recopier des jeux que je voyais, toujours pareil, du Arkanoid, du shoot 'em up, petit jeu de rôle, aventure, voilà. Plus récemment, donc après le lycée, c'était plutôt des moteurs 3D, j'ai essayé de me lancer là-dedans, comprendre comment ça marchait, une espèce de mix de Rayman Bomberman, je sais pas, un moteur 3D avec des effets de particules, donc à cette époque-là, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Donc, je me suis amusé à coder tout ça, et encore plus récemment, on s'est amusé avec ma copine à l'époque, ma femme maintenant, à créer un jeu de cartes. C'était un espèce de trip, on s'est dit, tiens, pour Noël, à la famille, on va offrir un jeu de cartes. Et on s'est amusé à créer ça, et finalement, c'est une bonne école de game design, de créer un jeu de cartes. J'ai pas mal appris en faisant ça, en plus de mes projets d'à côté. Quelques références en termes de jeux vidéo pour vous situer un petit peu mes goûts. Donc voilà, beaucoup de jeux qui m'ont marqué dans ma jeunesse. Je jouais beaucoup avec mon frangin, des amis, bon, comme pas mal de gens, j'imagine. Bonjour. Si je devais en garder deux qui m'ont beaucoup marqué, bon, Final Fantasy VII, je pense que ça a marqué pas mal de joueurs. Et plus récemment, Beyond Good and Evil, que j'ai vraiment apprécié pour son ambiance, son atmosphère, son humour, son univers poétique. Bon, voilà. C'est des références assez fortes pour moi. Bon. Assez parlé de moi, enfin j'allais dire de moi, de mes réalisations, je vais parler forcément de moi, de mon parcours, mais je vais attaquer la partie un petit peu plus, j'allais dire philosophique, qui est la décision de se lancer. Alors, pour philosophique, c'est quand même de la philosophie de comptoir. Hein. Je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai fait dans ma vie? Alors c'est une question que peut-être certains d'entre vous se poseront un jour ou se sont déjà posées. Au bout d'un moment, je pense qu'on arrive à un stade où on essaie de faire un petit bilan de sa vie. Et bon, globalement, ma vie était plutôt pas mal. J'avais des amis, j'avais de la famille, on s'entendait bien, j'avais un boulot qui, somme toute, était intéressant et permettait de payer mes factures, mais j'avais toujours ce petit truc qui restait dans la tête, ce rêve de gosse de faire des jeux vidéo. Et depuis tout gamin, avec le recul, je me dis, mais en fait, j'ai toujours fait ça. Quand j'ai mis tout ça en place dans ce transparent pour vous montrer, bonjour. Je me suis rendu compte qu'en fait, je fais ça depuis très longtemps et j'ai jamais vraiment arrêté. Donc, j'ai fait ce constat que c'est un truc que j'aime faire et je me suis rendu compte que finalement, la plupart de ce que j'ai appris, je l'ai appris tout seul. Je ne vais pas dire que j'ai rien appris à l'école, j'ai appris beaucoup de choses à l'école, mais la plupart de ce qui me sert au quotidien pour faire des jeux vidéo, je l'ai appris tout seul. Donc, je me suis dit, bon, je pense être capable de faire ça. Et évidemment, j'avais candidaté dans des entreprises de jeux vidéo, mais à l'époque, mes envois de CV étaient restés sans réponse, ce qui est compréhensible. J'étais un jeune étudiant, pas d'expérience. Bon, c'est dur de sortir du lot. Le travail que j'avais à ce moment-là m'intéressait de moins en moins, on va dire. C'était de plus en plus de développement pur et dur, du debug, et ça correspondait un peu moins à ce que je recherchais. Petit à petit, le temps passe, je me posais la question, est-ce que je dois renoncer? Et quelque chose qui a été, je pense, un déclencheur, pas forcément un déclencheur, mais qui a pesé dans la balance, je me suis rendu compte que certaines personnes arrivaient à créer des jeux quasiment tout seuls. Donc la référence pour moi, c'est Aquaria, je ne l'ai pas mis avant, mais j'en parle un peu là, qui à l'époque où il est sorti, en 2007-2008, il n'y avait pas autant de buzz que maintenant autour des jeux indépendants. C'était moins dans le... On en parlait moins dans la presse, et quand j'ai vu qu'un gars tout seul, bon en réalité ils sont deux, hein, Derek Yu et Alec Olaoka, avait sorti Aquaria, c'est un jeu qui m'a beaucoup touché, j'ai trouvé qu'il y avait pareil une ambiance, une atmosphère et une qualité de création qui était pour moi professionnelle. Donc je me suis dit, c'est possible de le faire, et si je ne sais pas, est-ce que je ne vais pas le regretter? Donc voilà, c'est tout ça qui m'a fait me lancer. Alors je vous rassure, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce genre de questions, c'est un truc assez personnel, hein. Et ça m'a pris du temps en fait. C'est beaucoup de réflexion, on se remet beaucoup en question. C'est pas forcément un moment facile, je vais dire. Mais voilà. Une fois que je me suis dit, bon, je me suis rendu à l'évidence, c'est clairement ce que je veux faire. Je veux me lancer, je veux tenter ma chance. Même si j'y arrive pas, je veux tenter. J'aurai au moins pas de regrets de ce point de vue-là. Et après, il y a une espèce de phase de rationalisation pour se rassurer sur cette décision qu'on prend. Je me suis dit, c'est une question d'équilibre, j'en ai besoin. C'est un challenge scientifique et artistique, donc moi ça me touchait beaucoup. C'est aussi un challenge commercial. Bon, parce que vendre un jeu vidéo, c'est pas facile, mais c'est moins dans mes cordes. Donc à l'époque, ça me touchait un peu moins, j'en avais un peu moins conscience. J'ai toujours eu envie d'apprendre, donc pareil, ça a pesé dans la balance. Et j'ai essayé de faire un bilan avant la sortie du jeu. Je me suis dit, si ça marche, très bien, tant mieux pour moi, je pourrais en vivre, c'est super. Et si ça ne marche pas, ce qui est en fait l'optique que j'ai pour l'instant en tête, je pense que ça ne marchera pas. Comme ça, je pourrais avoir que des bonnes surprises. Mais je me dirais, j'aurais au minimum la satisfaction d'avoir créé un jeu, quelque chose d'assez personnel finalement,
Et je pense que ça sera une bonne expérience sur mon CV, ça rajoutera du poids à mes candidatures futures dans des entreprises de jeux vidéo. Je pense que j'aurai beaucoup plus d'aplomb et d'expérience valorisable. Donc voilà, c'est un peu le point que j'ai fait. Alors on va commencer à aborder la partie un petit peu plus concrète. J'imagine que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes un minimum intéressé par le jeu vidéo. Peut-être certains parmi vous développent déjà des choses ou créent des jeux. Donc généralement, on commence, en tout cas quand c'est un hobby, c'est le soir et les week-ends. Moi, ça a été ça pendant des années. Alors pas tous les soirs et pas tous les week-ends, évidemment. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. À un moment donné, au moment où je me suis dit, bon allez, j'essaye, j'étais un peu frileux. Je ne me suis pas lancé du jour au lendemain. J'ai commencé par négocier un 4/5e avec mon travail. J'ai du bol, avec mes employeurs, ça s'est plutôt bien passé. On est toujours resté en bons termes. Et donc, ils ont accepté ça. Donc pendant 9 mois, j'ai eu un jour par semaine, disons, à temps plein chez moi, pour bosser là-dessus. Concrètement, c'était un congé sans solde, ce qui veut dire que mon travail ne me payait pas, mais je pouvais travailler sur ce qui me plaisait. Ensuite, j'ai demandé une rupture conventionnée au moment où j'ai senti que j'avais suffisamment la motivation, après cette période de 9 mois où j'ai pu me tester moi-même, savoir si j'avais la motivation, les compétences. Je me suis lancé et bon, soyons honnêtes, j'ai été financé concrètement par Pôle emploi. C'est chômage. Bon, j'ai eu de la chance, ça s'est plutôt bien passé. J'ai montré que j'avançais sur mon projet à mon conseiller. Donc bon, tout ça s'est plutôt bien passé. Et maintenant, j'attaque la période où là, je suis sur mes économies. J'ai plus de Pôle emploi dans 3 jours. Hein. Donc voilà, ça va être une nouvelle aventure qui va commencer, un autre moyen de financement. Mais j'avais économisé dans cette optique-là. J'ai encore à peu près 1 an d'autonomie. Mais clairement, il va falloir que je trouve quelque chose assez rapidement. Donc soit un autre boulot, peut-être à mi-temps, je ne sais pas, je vais voir, ou des contrats freelance. C'est quelque chose que je vais découvrir. Pourquoi pas un financement participatif si j'arrive à montrer que ce que j'ai fait est suffisamment de qualité, que j'arrive à créer une communauté autour de ça. C'est encore un peu flou, je ne vous le cache pas. Bon, voilà. Maintenant que j'ai expliqué le lancement, le départ, je vais attaquer la partie, comme j'ai dit, un peu plus concrète. Donc, le premier prototype, le choix des outils, ce genre de choses. Alors tout d'abord, quand on se lance, le premier jour où on est chez soi, on se dit « Ok, c'est bon, je suis enfin libre », entre guillemets. On se prend un peu une claque, on se dit « Bon, qu'est-ce que je vais faire concrètement? J'ai la motivation, mais je fais quoi ?» Souvent, les idées sont floues, je vais en parler après, mais je me suis dit « Il faut que j'arrive à faire un jeu, mais si je m'engage sur ce chemin-là, c'est un chemin que je vais suivre pendant au moins 2 ans. » Je pensais 2 ans à l'époque, en ce moment c'est plutôt 3, ça sera peut-être 4, on va voir. Je me suis dit, il faut que je prenne un jeu qui me motive réellement. Donc j'ai essayé de faire un bilan, c'est quoi le genre de jeu qui me plaît? Donc vous avez les références ici, globalement, de l'aventure, un petit peu d'action, voilà, un peu d'infiltration aussi des fois. Bon, c'est le genre d'univers qui me plaît, soit en termes de, voilà, les jeux qui me plaisent soit en termes d'univers, soit en termes de gameplay. J'ai fait ce bilan-là. J'ai fait un bilan sur mes compétences, qu'est-ce que je pense être capable de faire. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal appris en programmation 3D à l'époque où j'étais étudiant, que ce soit sur mes projets perso ou un peu en cours aussi quand même. Et je me suis dit, c'est peut-être un avantage que j'ai sur d'autres développeurs indépendants. Il y a beaucoup de développeurs indépendants qui se lancent, à l'époque en tout cas, à faire des jeux 2D. Je me suis dit, peut-être, en tout cas c'était mon idée de base, hein, c'est pas forcément avéré, mais je me suis dit, peut-être si je fais de la 3D, j'ai un peu plus de chances d'être remarqué. À l'heure actuelle, il y a de plus en plus de jeux indépendants 3D, je ne sais pas si c'était un bon choix, mais c'était l'optique que j'avais en tête à ce moment-là. Je me suis dit, je sais faire un petit peu de dessin, des graphismes simplistes, et des musiques encore plus simplistes. J'avais mon petit clavier à l'époque où j'essayais de faire des petits trucs. Bon, je me suis dit, je pense être capable de faire ce genre de jeu, je me lance. Et évidemment, bon, le troisième point dont je ne parle pas trop ici, que j'évoquerai pas trop dans cette présentation, c'est le point du marketing et du commercial. C'est idéalement, il faut quand même trouver un jeu. Alors j'ai mis un jeu qui se vend, disons un jeu qui trouve une communauté qui le soutient, qui va pouvoir me faire des retours, qui idéalement achètera le jeu, mais bon, pas forcément, si ça peut faire une fanbase pour le prochain jeu, c'est important aussi. Voilà. Donc je suis parti sur un jeu de type aventure-action, avec un peu d'infiltration, en 3D, coloré et avec un style cartoon. Voilà. C'était le choix du jeu de base. Et dans toute, on va dire, création d'une manière générale, je voudrais dire œuvre d'art, mais bon, c'est toujours discutable ce statut-là pour le jeu vidéo. Moi, je trouve que oui, mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Disons, pour toute création, très souvent, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pratiqué, il faut une ligne directrice. Et je me suis dit, c'est quoi les thèmes qui me tiennent à cœur, que j'ai envie de transmettre au travers de mon jeu? J'ai essayé de faire le point, je me suis dit, j'apprécie les jeux où il y a une certaine liberté, où on est libre d'explorer un monde, pas forcément immense, mais où il y a une liberté qui est laissée aux joueurs. J'aime les jeux où il y a de l'humour. Alors je dis, j'aime les jeux qui, c'est plus que des jeux en fait. Dans la vraie vie, c'est pareil. Quand on se lance en indépendance, c'est qu'on aime une certaine liberté. Moi-même, j'aime l'humour, voilà. J'ai tendance, sur le troisième point, à m'émerveiller pour l'onirisme,
sur des trucs de la vie quotidienne, et je me suis dit, dans mon jeu, j'aimerais qu'il y ait aussi également cette espèce de, voilà, de sensation d'émerveillement, de rêve, de découverte, de douceur aussi. Donc voilà, c'était ma ligne directrice pour le jeu. Je me suis dit, tout ce que j'essaierai de faire dans le jeu, il faut que ça colle au maximum avec cette direction-là. Et enfin, dernier point sur lequel j'ai essayé de cogiter un peu avant de me lancer, le conseil habituel quand on crée un jeu, ne pas voir trop grand. Bien sûr, j'ai vu trop grand, classique. Je me suis fixé 5 heures de gameplay. Voilà, pour un jeu d'aventure. Pour l'info, au début, ça s'appelait World of Thieves. Je me suis dit un jeu, un petit peu d'infiltration, une histoire de voleur, pourquoi pas. Récemment, j'ai changé le nom en A Thief Melody. Je ne détaillerai pas trop ça. Si vous voulez vraiment avoir plus d'infos, vous pouvez aller voir sur mon blog, mais ce n'est pas l'important ici. Une fois que j'ai choisi le jeu, je me suis dit, c'est quoi les outils que je vais utiliser? Et le premier des outils, je le soupçonnais un peu, mais vraiment au quotidien, c'est incroyable, c'est le papier et le crayon. On ne dirait pas, mais très souvent, je lâche l'ordinateur et je suis avec le papier et le crayon en train de faire des schémas, d'écrire des trucs, d'écrire des mots, de faire des petites esquisses. C'est incroyable. Je pense qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas gribouillé un truc, sérieusement. Alors après, on peut avoir la version numérique, des fichiers texte sur Notepad, Google Doc, enfin voilà, peu importe. Pour le reste, pour les logiciels eux-mêmes, j'essaye globalement d'utiliser des logiciels gratuits et libres. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais étudiant et c'était plus facile d'avoir ça. Je veux dire, quand j'ai commencé à utiliser ces logiciels, pas quand je me suis lancé en tant que professionnel, mais j'ai commencé à utiliser les logiciels de graphisme et de son à l'époque où j'étais étudiant, je me suis orienté vers ces logiciels gratuits et libres. Il faut savoir que ces logiciels-là sont très puissants, peut-être vous les connaissez déjà, certains. Il y a pas mal d'aides sur Internet, mais ils sont, disons, moins jolis, moins finis que les produits, on va dire les produits professionnels et payants. Bon, il faut savoir que c'est compliqué à apprendre aussi, ça demande pas mal de temps, mais bon, on y arrive, on y arrive. Pour les graphismes, pour la 3D, l'animation, j'utilise Blender, qui est un petit peu la référence dans le monde du libre en termes de graphisme 3D. Et pour la 2D, les images, les textures, ce genre de choses, j'utilise GIMP, Krita et Inkscape, qui sont largement suffisants pour ce que j'essaye d'en faire. Je pourrais, si vous avez des questions sur cette partie-là, à la fin de la présentation, je pourrais élaborer si vous voulez, pas de souci. Pour la musique et le son, j'utilise LMMS, qui est Linux Multimedia Studio, et un peu Ardour aussi, qui est un très gros logiciel de son, mais tellement gros qu'il est tellement puissant pour ce que j'essaye de faire que je me dis c'est peut-être trop pour ce que je vise. Mais bon, de temps en temps, je fais des tests un peu avec ça. Pour le son, Audacity, et pour le moteur de jeu et la programmation, là j'avais un dilemme, c'est qu'à l'époque où je me suis lancé, Unity commençait à faire un petit peu parler de lui, mais moi, en tant que développeur, j'avais déjà programmé des trucs. Je me disais, bon, est-ce que je m'amuse à programmer tout de chez tout? J'avais déjà commencé à coder un petit moteur 3D. Et j'ai vu le travail que c'est. J'ai vu la difficulté, j'ai vu que ça m'intéressait, mais je sais que c'est beaucoup de travail. Je me suis dit, il y a une version gratuite de Unity, je vais essayer. Ça ne me coûte pas grand-chose. Pendant une semaine, je vais essayer de jouer avec ça. Et il se trouve qu'au final, c'est ce que j'ai adopté. Alors, justement, cette soi-disant semaine qui a fini en un mois de prototypage, je voulais, avec ces outils que j'avais choisis, vérifier que la base était là. La base était là pour mon jeu. Donc je me suis dit, avec Unity, il faut que je vérifie que j'arrive à mettre un personnage, à le contrôler, à avoir une IA qui est, disons, basique mais fonctionnelle, des ennemis qui bougent dans des niveaux qu'on va essayer d'éviter, peut-être d'assommer, voilà, ce genre de choses. Vérifier que le moteur de collision marchait bien, le moteur physique. Programmer un petit algorithme de grimpe. Vous allez voir, le personnage peut grimper à peu près partout. C'est un choix que j'ai fait en, disons, vis-à-vis du thème de la liberté que je voulais avoir. Donc dans mon jeu, on peut aller partout en fait. On peut grimper partout. Il y a une petite limite que j'ai instaurée quand même pour des raisons de gameplay. J'en parlerai plus tard éventuellement. Vérifier les HM, donc voilà. Bon, pour ceux qui connaissent Unity, vous vous rendez compte que ça, c'est relativement simple à mettre en place dans Unity, c'est assez immédiat. Unity est très bien fichu pour ça. Ensuite, au niveau des graphismes, j'ai essayé de faire un petit personnage tout simple, vous voyez à quoi il ressemble, avec une ou deux animations, vérifier que j'arrivais à bien voir mes animations importées, et un environnement relativement simple. Et la dernière étape, c'était vérifier le pipeline, donc vérifier que ce que j'arrivais à créer avec mes logiciels à moi, Blender, Krita, etc., j'arrivais à l'importer dans Unity, que ça se faisait de manière assez simple, que ça crachait pas, que j'arrivais à exporter le jeu facilement. Bon, toujours pareil, ceux qui connaissent Unity, vous savez que ça, c'est vraiment sacrément bien codé. Ça marche très très bien. Donc j'ai fait un prototype en un mois, ça a été un peu plus long que prévu. Je l'ai poussé un peu plus loin que ce que je pensais aussi. Mais ça m'a permis de valider cette idée-là. Voilà pour le prototype. Donc je vais attaquer, ça c'était le début, la partie un peu marrante où on a l'excitation du lancement. Maintenant, la partie un peu moins marrante, c'est comment est-ce qu'on tient pendant 2 ans à ce rythme-là.
Donc je vous présentais une méthode, c'est pas vraiment une méthode, c'est ma manière de faire, c'est toujours pareil, c'est assez personnel, peut-être des choses qui vont vous parler, d'autres moins. Tout d'abord, le truc que j'ai commencé à faire, et je me rends compte que c'est super important, je note tout le temps. Mais vraiment, j'ai des fichiers partout, des cahiers sur mon bureau, dans mon salon, sur ma table de nuit, dans mon sac, enfin j'en ai partout. Je note tout ce que je peux, des idées de gameplay, d'environnement, au moment où elles viennent, de dialogue. Des fois, j'ai des idées de dialogue un peu marrants qui me viennent. Je note ça sur un coin de carnet, une situation. J'ai aussi plein d'idées d'autres jeux, parce que je travaille sur mon jeu, mais de temps en temps, j'ai des concepts d'idées qui me viennent. Je me dis, ça serait pas mal si... Donc j'ai un fichier de 20 pages avec plein de jeux que j'aurais probablement jamais le temps de faire dans ma vie, mais elles sont là. J'ai aussi, évidemment, la classique to-do list et bug list. À titre d'info, à l'heure actuelle, j'ai 700 lignes de trucs à faire pour vous donner une idée de l'état d'avancement du jeu. On n'a jamais réellement fini. Un truc que je ne soupçonnais pas qui m'a beaucoup aidé, c'est une espèce de carte de la progression du jeu. Donc j'ai appelé ça progression map ou squelette du jeu. Je pourrais vous le montrer après si vous voulez. Bon, ça spoil un peu l'intrigue du jeu ou le déroulement du jeu, mais c'est rien de dramatique. Et en fait, c'est une espèce de carte. J'utilise un peu comme un tableau blanc virtuel où je peux déplacer des éléments très rapidement, des éléments de gameplay. Donc j'ai une carte des niveaux avec une suite logique, où est-ce qu'on gagne tel item, où est-ce qu'on gagne telle capacité, comment le scénario va s'articuler autour de ça, une petite carte logique du monde avec où se situent les niveaux les uns par rapport aux autres, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, les contraintes, etc. Donc j'ai une espèce de carte globale du jeu que je mets à jour relativement régulièrement, évidemment, ça évolue tout ça. Des fichiers de trucs et astuces sur tous les softs que j'utilise, parce qu'il y a tellement de moments où on se retrouve bloqué par quelque chose dans un logiciel, et on se rend compte que c'est un problème qu'on a déjà eu. On se dit, mais celui-là, je l'ai déjà eu il y a 3 mois, je ne sais plus comment j'ai fait. Quand je tombe dans ces cas-là, quand je retrouve la solution, je me la note. Comme ça, la prochaine fois que j'ai le problème, je gagne un peu de temps et puis je finis par apprendre beaucoup plus vite comme ça. Bon, d'autres listes, je ne vais pas tout détailler, mais bon, la liste de ce que j'ai fait, par exemple, depuis tout le début, tous les jours, je note ce que je fais. Ça, c'est pas mal pour rétrospectivement se dire, tiens, pour faire un niveau complet, il me faut 1 mois. C'est un truc, ça, au début, j'avais aucune idée. Maintenant, il me faut 1 mois, les premiers niveaux, il me fallait 3 mois. Ça me permet de mesurer ma productivité, en fait. Et ce qui est sympa aussi, c'est que quand on écrit le premier truc qu'on a fait dans la journée, ça nous motive pour continuer, en fait. Ça, c'est pas mal. Bon, tout le reste, je pense, c'est du classique. C'est les retours des testeurs, je les note. Les contacts les contacts professionnels, les contacts marketing, tout ça. Une checklist, à chaque fois que je fais une démo et que je mets ça sur le net, je vérifie 2-3 points où je fais classiquement des erreurs pour ne pas mettre un truc vérolé en ligne. Les musiques, les designs qui m'inspirent, toutes les ressources, évidemment, que je peux trouver sur le net, voilà. Ces fichiers sont vivants, donc j'ai une organisation qui n'est pas très structurée dans ces fichiers. J'ai une organisation minimum, mais je ne peaufine pas jusqu'à mettre grand 1, grand 2, petit b, machin, parce que ces fichiers, ils bougent. Les softs bougent tout le temps. Donc je me débrouille pour trouver une espèce de compromis entre la facilité d'utilisation pour stocker une info très rapidement quand j'en ai besoin. Il ne faut pas que ça casse mon rythme de travail. Et en même temps, il faut que je puisse la retrouver assez facilement au moment où j'en ai besoin. J'essaie de trouver un compromis, c'est assez personnel là encore. Mais voilà pour le début. Un autre point qui n'est pas facile à gérer, c'est la créativité. La créativité, certains ont peut-être déjà expérimenté ça. Des fois, on a des idées qui viennent très vite et des fois, on est juste face à une feuille blanche et on ne sait pas comment avancer. Donc, il y a des cas où on a une idée comme ça qui survient, c'est génial. Moi, j'ai mis 10% des cas, ce n'est pas des vraies stats. Hein, au jugé, j'ai l'impression que c'est à peu près ça. Quand on a une idée déjà précise en tête, qu'on a l'image en tête, on peut facilement se lancer dans la réalisation directement. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. On se dit, j'aimerais un truc cool avec peut-être telle ambiance, mais on ne sait pas trop en fait. Donc à ce moment-là, je me lance dans une phase de conception, je fais des recherches, des essais, des maquettes, des gribouillis sur des carnets, je vais regarder sur Internet des styles qui m'inspirent, des styles d'architecture, pourquoi pas des styles de gameplay, des styles d'énigmes. Ça peut être très très variable. Et cette phase-là, au bout d'un moment, à force de chercher, de gribouiller, d'écrire aussi des fois pour le scénario, on va rentrer dans un espèce de mode où on commence à faire abstraction du monde réel. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ça. Je pense que c'est connu parmi les artistes, c'est une espèce de sensation que j'ai vu expliquer sur Internet qu'ils appellent le flow. Où on se retrouve dans un mode de pensée où on a des idées qui affluent, on est bien, on n'a plus conscience du temps qui passe, et on arrive à être productif à ce moment-là. Cette phase-là, elle est super quand on y arrive. Par contre, pour y arriver, ça demande pas mal de temps. Des fois, ça va être 1 heure de gribouillis avant d'arriver à commencer à réellement produire quelque chose d'intéressant. Des fois, ça peut être 2 heures. Des fois, dans la journée, j'y arrive pas. C'est vrai, j'arrive de plus en plus à canaliser ça, mais c'est pas facile. Et surtout, il ne faut pas sous-estimer le temps de cette phase, parce qu'au moment où on trouve l'idée, ça va nous faire gagner beaucoup de temps sur la production. Au moment où on a l'idée claire dans notre tête, on peut réaliser directement
le codage, le modèle de l'élément de gameplay, la texture, etc. Donc voilà pour la phase de conception. Donc, dans les 10% des cas où on a déjà l'idée claire qui apparaît, on peut se lancer dans la phase de réalisation. En tout cas, c'est ma méthode à moi. Il faut savoir que la phase de réalisation, pour un petit item de base, par exemple, je sais pas, un verre sur un bar, un truc décoratif, ça va demander quelques heures de création, modélisation, texture. Pour un élément de gameplay, où il y a une interaction, ça se compte plutôt en jours, parce qu'il y a de la programmation, il y a du debug, il faut vérifier que ça n'interagit pas avec d'autres mécaniques qui sont déjà en place. C'est un peu compliqué, ça peut être même plus long que ça des fois. Pour un niveau complet, voilà, j'ai mis plusieurs semaines, c'est même plusieurs mois parfois. Donc, voilà, c'est quelque chose à pas négliger. Et au niveau de la réalisation, sur la méthode générale, je me suis rendu compte, avec le temps, que finalement, quel que soit le domaine, que ce soit le code, le graphisme, la musique, ça suit finalement toujours un peu le même principe, la création, enfin la réalisation. J'essaye de commencer par ce que j'appelle le fond, donc une ébauche. Le but, ça va être de très rapidement avoir quelque chose qui donne une idée globale du rendu final. Donc j'ai mis vite et mal, évidemment si on peut faire vite et bien c'est mieux. L'important c'est de faire vite pour avoir une idée rapidement. Souvent, ça veut dire faire mal. Mais bon, ça donne une idée rapide. Et une fois que cette phase-là est passée, je vais me focaliser sur la forme. Donc là, ça va être une priorité sur la finition. Je vais passer du temps pour essayer d'atteindre un stade polished, comme on dit en anglais. Donc quelque chose de présentable. Donc 2-3 exemples, je ne vais pas tout détailler, mais par exemple pour le jeu, qui est l'item de base, je me suis dit un jeu vidéo, c'est avant tout une interaction. Donc il faut qu'au plus tôt dans ma création de jeu, je puisse interagir. Donc je veux que quand j'appuie sur une touche, il se passe quelque chose à l'écran. J'ai commencé comme ça, tout simplement. Et au début, c'était un cube qui bougeait. Voilà, on commence tous par là. Et une fois que ce cube bougeait, je me suis dit, ok, il bouge à peu près à la vitesse que je veux, j'ai le ressenti qui va bien. Évidemment, ça n'a pas été fait comme ça, mais c'est globalement plus rapide que de dire, je vais faire un personnage, et puis me rendre compte après que finalement, en termes d'animation, ça ne va pas, etc. Une fois que j'ai la dynamique que je veux, le fonctionnement qui est bon, je vais m'attarder sur l'apparence, les détails, réfléchir sur le mouvement de la caméra, évidemment débugger ça tout le temps, mais c'est du peaufinage, on va dire. Pour un visuel, un perso, un environnement, je vais détailler ça par la suite. Je commence par une atmosphère, un descriptif global, et ensuite, une fois que je suis suffisamment clair dans ma tête, je me lance sur la réalisation concrète, la modélisation 3D, le texturing, qu'on peut même décomposer de la même manière. Un modèle 3D, je commence avec une forme générale que j'affine ensuite. Pour la texture, je commence avec des aplats de couleurs avant de rajouter les subtilités de lumière, de l'ambient occlusion, des machins comme ça pour les artistes qui sont ici. Pour la musique, pareil, d'abord un rythme global, une ambiance. Est-ce que ça va être une musique plutôt péchue, quelque chose de plutôt posé? Et après, je choisis les instruments, je rajoute des effets, des cassures dans le rythme, ce genre de choses. Cette méthode, il faut savoir que quand on bosse sur le fond, sur le concept de vite vérifier que globalement ça marche, c'est quelque chose d'assez stressant, en fait. Moi, ça me stresse pas mal, ça me demande beaucoup d'énergie, mais j'ai une productivité qui est assez énorme à ce moment-là. Parce que très vite, je vais pouvoir tester un truc, me rendre compte si oui ou non ça marche, adapter, ajuster. Ça ne demande pas trop de temps, finalement, mais on a une qualité qui est déplorable quand on fait ça. Sur la suite, évidemment, quand on est sur la partie finition, le stress est passé parce qu'on sait déjà que l'idée globale n'est pas trop mauvaise, qu'il y a un potentiel. Donc il y a moins de stress, ça demande moins d'énergie. Par contre, ça demande un temps monstrueux de finaliser des graphismes, des sons, une mécanique de gameplay au poil qui réagit avec le timing qu'on veut. Ça, c'est long, c'est très long. Donc cette méthode est utilisée dans l'industrie. De ce que j'ai vu, les concept artistes sont là en amont pour créer des univers qui sont validés avant d'être réellement modélisés puis texturés. C'est comme ça que ça marche. Mais cette méthode est applicable aussi pour un indépendant. Donc, évidemment, il faut savoir que c'est un peu frustrant parce que le jeu met du temps à prendre forme. Évidemment, pendant très longtemps, on se retrouve avec des cubes qui bougent, des machins comme ça, et qui est très loin de l'idée qu'on a peut-être en tête, où nous, on a un univers visuel avec des choses qui bougent, des sons sympas, des choses comme ça. Et pendant très longtemps, le temps de réalisation nous empêche d'atteindre cette idée qu'on a en tête. Donc c'est frustrant, il faut le savoir. Par contre, c'est une méthode relativement sûre parce qu'elle est facilement répétable, en fait. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant sur le long terme, on va dire. Oups. Voilà. Petit exemple, pour arrêter avec le blabla et vous montrer un peu du visuel. À un moment donné, dans mon jeu, je voulais un pirate, une histoire de pirate. Pour ceux qui veulent tester le jeu, vous le verrez. Donc, je vous laisse regarder les premiers concepts que j'ai faits, le temps de boire un coup. Alors, quand je me suis lancé, ça c'est une page de concept que j'ai fait, enfin de concept de gribouillis, soyons honnêtes, pour essayer de trouver un style à mon pirate.
Donc j'ai essayé des trucs un peu classiques, des bandeaux, des épées, bon, des tricornes, ce genre de choses. Il faut savoir, des pages comme ça, j'en ai fait 4 avant, j'en ai scanné qu'une. Hein. Donc ça m'a pris un peu de temps avant d'arriver à ce design ici que je trouvais sympa, le gros grain en bas, des gros bras, balèzes, des petites jambes, un peu un style cartoon. Et avec une encre, je me suis dit, c'est une arme sympa pour un pirate, je trouve. C'est un peu en lien avec l'univers maritime. Ça ressemble vachement à une arbalète, vu de loin quand même. Donc je me suis dit, j'aime cette idée-là. Et une fois que j'avais cette idée-là, je me suis dit, je vais faire une fiche un peu plus claire. Bon, on appelle ça une model sheet dans l'industrie. C'est loin des standards de qualité d'une model sheet ce que j'ai là. Mais quand moi j'ai fait ça, l'avantage d'être indépendant, au moment où j'ai fait ce dessin-là, moi dans ma tête, j'avais déjà ça. Donc je n'avais pas à l'expliquer à qui que ce soit. J'ai pu me lancer directement, modélisation, dans Blender, je suis parti d'un cube classique. J'ai commencé à faire une silhouette globale, là c'est le début du torse, vous voyez avec le bras qui commence à partir ici, c'est juste la moitié, on ne voit pas trop l'autre moitié qui est là, mais peu importe. Et j'ai commencé à sculpter ce personnage, puis à mettre la texture. Pareil, la texture, au moment où j'ai fait ce personnage-là, où il n'y a pas de texture, moi dans ma tête j'avais déjà ça. Parce que ça m'a suscité l'idée. Et c'est quand même un gros avantage de ne pas avoir à l'expliquer à quelqu'un qui va faire la texture. Voilà pour le personnage. Pour l'environnement, un environnement que j'ai appelé Aqualooms. Voilà, dans le jeu, il y a une île qui s'appelle comme ça. J'avais une idée qui était faire un niveau où le personnage peut marcher sur l'eau en supposant qu'il y ait de la terre dessous. C'est une idée comme ça, un peu vague, et avec la mer qui reflète le ciel, globalement, pour avoir un niveau très ouvert, en fait. J'aimais cette idée-là, et je me suis dit, bon, je vais essayer de commencer par décrire le niveau, avec des mots, en fait. Je n'avais pas encore trop le visuel en tête, j'ai commencé avec des mots. Alors, bon, c'est peut-être bourré de fautes d'orthographe, et normalement, ce n'est pas destiné à être montré de manière professionnelle, mais c'est pour vous montrer le cheminement. Une fois que j'ai fait ça, ça m'a éclairci l'idée, et j'ai pu gribouiller assez rapidement ce genre de petit schéma sur voilà, le style des bâtiments, la configuration de la ville, à peu près en cercle, avec des poteaux pour délimiter l'endroit où on peut marcher sur l'eau, l'endroit où on ne peut pas marcher sur l'eau. Ça m'a suscité pas mal d'idées, en fait. Je me suis dit, ok, ça commence à être plus clair, je vais faire juste un dessin pour avoir une idée des couleurs et de l'ambiance que je voulais un truc assez chaleureux. J'ai fait ce truc-là, et j'ai pris le temps d'essayer de l'intégrer, donc ça, c'est un bout de ma carte de jeu, de mon progression map. Je me suis dit, ok, j'ai une île, mais comment ça va s'intégrer avec le reste des quêtes? Et pareil, c'est venu assez rapidement. Je me suis dit, je vais faire une île où il y aura une bibliothèque, une boutique de peinture, une cave, des quêtes secondaires. Donc les petits points bleus ici, c'est un code que je me suis mis pour les quêtes secondaires. Les carrés là, c'est des couleurs, des palettes de couleurs que j'aimerais mettre en place dans cet univers. J'étais plutôt bien, j'étais rarement malade, rarement fatigué, c'était cool. À partir du moment où j'ai bossé chez moi, plus de vélo, plus de sport. Et au bout de quelques mois, j'ai commencé à choper tout ce qui passait, des rhumes, des otites, j'ai toujours le dos coincé, j'ai dit, bon, c'est peut-être pas en rapport, mais je vais tester quand même. Donc j'essaye de faire du sport plus régulièrement maintenant, 2 fois par semaine. C'est pas aussi bien que quand je le faisais tous les jours, mais c'est quand même vachement mieux que quand j'en faisais pas. Je suis mieux, je suis plus réveillé, plus efficace, j'ai moins mal partout tout le temps. Bon, ça paraît du bon sens, mais c'est dur, c'est une hygiène de vie qui est difficile, parce que moi, à la base, je suis pas sportif, je faisais du vélo parce que j'avais pas le choix, j'avais pas de bagnole. C'était juste pour ça. Donc, je me force un peu. Et dans le même genre d'idée, évidemment, trouver un équilibre entre la famille, les amis, le travail. Des fois, c'est dur de refuser, dire à quelqu'un, bon, écoute, je peux pas venir, il faut que je bosse, mais je le fais pas tout le temps. De temps en temps, je me dis, bon, ok, lâche l'affaire, va voir des gens. La vie, c'est ça aussi, quand même. C'est pas faire son autiste dans son coin tout le temps. Donc, voilà pour le rythme. Cette partie-là, c'est une partie qui est un peu plus liée à la création elle-même. C'est que tous les problèmes sont incroyablement liés. Le design a un impact sur le code, qui a un impact sur les graphismes qu'on peut charger sur... Tout est lié, c'est incroyable. Bon, 2 exemples, je ne vais pas tout détailler, parce que j'ai des exemples assez complexes, dont certains sont détaillés sur mon blog si ça vous intéresse. Mais par exemple, il y a une croissance combinatoire des problèmes. C'est-à-dire que créer un personnage qui bouge, c'est facile. Enfin, je veux dire, c'est relativement vite fait, en tout cas en prototype. On appuie sur le haut, ça fait bouger le personnage, on appuie à gauche, il va à gauche, on clique, il donne un coup de bâton. Moi, dans mon jeu, par exemple, quand on laisse appuyer, il va faire une attaque chargée, un peu à la Zelda, classique. Quand on clique droit, il va utiliser un arc. Il faut laisser le clic droit appuyé pour viser, cliquer gauche pour tirer. J'ai un menu pour changer d'item. On peut prendre l'arc, un lance-pierre, d'autres trucs. Bon, c'est assez classique. Le problème, c'est que tous ces problèmes peuvent s'empiler. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvé à me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur commence par
appuyer sur le clic gauche en tenant appuyé, ça veut dire qu'il va commencer à charger en mouvement avec son arme par exemple, mais j'appuie sur le clic droit à ce moment-là, ça veut dire qu'il va sortir l'arc, j'appuie sur le menu de changement d'item à ce moment-là, donc je ne tire pas de flèche, je vais changer l'item que j'utilise, qui est plus l'arc, qui est le lance-pierre. Au moment où je reviens sur le jeu principal, j'appuie gauche, puis je relâche, qu'est-ce qui se passe? Et tous ces problèmes, pris indépendamment, ils sont très simples, clic gauche ça fait ça, clic droit ça fait ça, mais quand on les met tous ensemble, on peut trouver systématiquement des cas où le joueur va faire n'importe quoi, appuyer sur tout en même temps et va cracher le jeu. Et ça, c'est très difficile de rendre un jeu suffisamment poli et bon et débugué pour prendre en compte tous ces cas-là. Il y a toujours un cas où le joueur peut faire un truc absolument dingue auquel on n'a pas pensé et qui va venir tout nous pourrir. Pareil sur l'interaction de mécanique. Typiquement, j'ai des moutons dans mon jeu qu'on peut soigner en leur balançant des fruits. Bon, c'est un concept. Hein. Je me suis dit, ces moutons, voilà, je vais leur mettre une intelligence assez limitée. Hein. C'est plus une stupidité artificielle qu'autre chose, parce que c'est une quête assez secondaire, et des moutons qui finalement sont bêtes, ça ne va pas choquer grand monde. Le problème, c'est que le personnage peut taper ces moutons et commencer à les faire sortir de la zone où ils sont censés être, les amener à des zones où ils ne sont pas censés être, et le mouton peut se retrouver sur une plateforme ou dans l'eau, et ça m'oblige à coder tout un tas de mécaniques que la plupart des gens ne verront pas, parce qu'ils n'essaieront pas de pousser des moutons dans l'eau ou sur une plateforme. Sauf que je passe du temps à coder ça, parce qu'il y a un joueur parmi 100 qui va s'amuser à le faire. C'est un peu difficile. Autre détail qui a son importance, plus on avance dans le jeu, plus la moindre modification du code a un impact, mais incroyable. C'est-à-dire que, un petit détail, je me suis dit au bout d'un moment, quand j'ai vu que mes environnements étaient grands, etc., je me suis dit, bon, mon personnage, peut-être pour contrebalancer et pas perdre tout mon boulot, je vais le faire avancer un poil plus vite, pour qu'on ait l'impression d'évoluer plus vite dans l'environnement. Je me suis dit, ok, d'un point de vue du code, c'est simple, je modifie une variable avec la vitesse du personnage, ça devrait s'adapter, mon code n'est pas trop mal fichu, ça devrait marcher. Je teste, ça marche, sauf que je me suis rendu compte, évidemment, le personnage va plus vite, donc quand il saute, il va plus loin. Parce qu'il y a une composante de vitesse horizontale qui est gardée, bon, je vous passe les détails, mais globalement, il saute plus loin. Ça veut dire que tous les niveaux que j'ai déjà fait, où j'avais des sauts trop longs pour bloquer l'accès à une salle, etc., il faut que je les revoie, il faut que je les redesign. Si j'ai fait un niveau, ça va, si j'en ai fait 30, c'est du boulot. En plus, quand je redesign le niveau, je vais bouger des éléments, je vais étirer des murs pour mettre les plateformes plus loin, etc. Étirer des murs, c'est étirer des textures, ça veut dire refaire du mapping. C'est très très long. Le moindre détail peut avoir un impact colossal. Dans les trucs les plus délirants que j'ai eus, j'ai voulu implémenter à un moment donné, donc je ne détaillerai pas, si vous voulez je détaillerai dans les questions, parce que sinon je n'aurai pas le temps. J'ai voulu mettre des tonneaux qui flottent. Mon monde c'est un monde aquatique, il y a de l'eau partout. J'ai voulu mettre des tonneaux qui flottent, je trouvais ça sympa, c'est une petite quête secondaire de défoncer des tonneaux en tortue. Ouais, il y a une tortue dans le jeu aussi, bon, c'est spécial, mais bon, je me suis dit je vais rajouter cet item-là, c'est un petit élément de gameplay, ça casse la monotonie de l'exploration. Et ce truc-là, ça a un impact sur la taille maximum du monde que je peux créer. Mais j'avais aucune idée de comment. Donc si vous êtes curieux, je pourrais vous l'expliquer après, j'ai pas le temps maintenant. Donc je choisis volontairement de mettre ça sous silence. Et pareil, créer des impacts de flèches, ça m'a fait poser des questions sur la psychologie, entre guillemets, des ennemis et leur caractère, pour qu'ils soient crédibles dans le jeu ou pas. Moi, il y a des trucs que vraiment, j'aurais jamais pu anticiper ces problèmes. Du coup, suite de ces problèmes très complexes, c'est qu'il n'y a jamais une solution parfaite, en fait. Systématiquement, on fait des compromis. C'est-à-dire qu'on va prendre des décisions avec des données incomplètes et floues, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, des choses dont on a une vague idée, et on prend nos décisions à partir de ces infos incomplètes. Donc, je me suis retrouvé, à un moment donné, à choisir entre Carré et Decila. C'était, bon, via Unity, peut-être certains d'entre vous connaissent, il y a une fonctionnalité qui permet de charger des niveaux dynamiquement, ce qui est bien pour un open world, ce qui est ce que je visais dans mon jeu. Et il y a une fonctionnalité d'IA que j'avais testée dans mon prototype, que je trouvais plutôt cool, qui marchait bien, sauf que les deux fonctionnalités sont absolument incompatibles. En tout cas, à l'époque où j'utilisais Unity. Et j'ai dû choisir entre soit avoir un open world, soit avoir des ennemis qui bougeaient. Et là, c'est un choix qui est vraiment pas facile. Et ce que j'ai choisi, contre toute attente, c'est avoir un open world. Donc j'avais des ennemis qui ne bougeaient plus. Et non, par contre, j'ai essayé de trouver une manière de contourner le problème, qui était, j'avais envisagé de tout recoder l'intelligence artificielle, ce qui est un gros boulot. J'ai opté pour une librairie faite par quelqu'un d'autre, mais ça m'a demandé un mois de boulot de comprendre cette librairie, vérifier qu'elle faisait bien ce que je voulais, l'intégrer avec l'open world, vérifier qu'il n'y avait pas les conflits de base qu'il y avait dans Unity. Bon, ça m'a pris du temps, c'est une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre. Et le petit truc qui fait plaisir, qui va enchaîner avec le point d'après, si certains suivent l'évolution d'Unity, dans Unity 5, ce bug-là est a priori corrigé. Ce qui veut dire que j'ai passé un mois à bosser sur un truc qui maintenant n'a plus lieu d'être. Sauf que je ne le savais pas à ce moment-là. Et voilà, on est dépendant des limites et des updates des softs, des outils qu'on utilise. Ça peut être très frustrant. Le dernier point qui m'a fait bien plaisir, c'est que Unity était payant et est devenu gratuit en version complète, ou quasiment.
C'est-à-dire que les fonctionnalités pour lesquelles j'ai payé, parce que oui, j'ai payé pour, pour les fonctionnalités open world et intelligence artificielle, j'ai dépensé, alors bon, sur 2 ans et demi, 3 ans même quasiment, j'avais envisagé avant, j'ai dépensé globalement 3 000 €, et maintenant, c'est gratuit. Donc ça fait un peu mal aux fesses, évidemment. Mais je me dis, d'un autre côté, j'ai pu accéder à ces fonctionnalités avant que ça soit gratuit, et j'ai pu me faire la main dessus. J'ai appris beaucoup de choses avec ça. Donc, bon, ça fait mal, mais j'en ai quand même tiré quelque chose. Mais voilà, on est dépendant de tout ça. Et dans les derniers points, trouver un pipeline qui fonctionne dans le temps, c'est dur, parce que, par exemple, les dernières versions de Blender ne sont plus compatibles avec le type de level design que je fais. J'en ai pas parlé, mais je fais du level design dans Blender. Et donc, je ne peux plus utiliser les dernières versions de Blender. Alors, je pourrais coder un patch qui update tous mes niveaux, machin, mais c'est du boulot pareil. Donc, pour l'instant, je reste sur une vieille version de Blender, en espérant que je n'ai pas un bug absolu qui m'empêche de continuer. Le dernier point, l'avant-dernier point, j'ai quasiment fini. L'avant-dernier point, c'est que très souvent, je suis heurté à des problèmes où j'ai absolument pas la réponse. Je me dis, mais alors là, j'ai aucune idée de comment on fait. Et ce que je fais, c'est que je vais analyser des jeux références. Alors j'ai mis jeux entre guillemets, c'est pas toujours des jeux que j'analyse, mais bon, souvent c'est ça, sur des problèmes en particulier. J'en ai listé quelques-uns. Les premières textures que j'ai dû faire, parce que bon, j'ai essayé de toucher un petit peu à tout dans ce que je fais. Les premières textures que j'ai dû faire, j'avais pas trop d'idées. Donc j'ai analysé des jeux. J'ai regardé des captures d'écran de jeux que j'aimais bien, voilà, mes jeux fétiches, Okami aussi que j'aime bien. Et j'ai commencé à regarder ces captures d'écran, je me suis dit, bon très bien, c'est quoi la texture? Essaye de repérer le motif qui se répète, essaye de la refaire. Essaye de comprendre pourquoi celle-là elle est bien, elle marche bien, alors que sur un carré comme ça rend pas terrible, mais quand elle est répétée, finalement c'est plutôt classe. Voilà, donc commencer à copier des trucs qui existaient ailleurs. Alors je vous rassure, je ne les mets pas direct dans mon jeu, j'essaie juste de comprendre le mécanisme. Pareil, pour animer le coup de bâton, au début je me suis dit, mais comment ça se passe dans Zelda? Parce que quand on donne un coup de bâton, le personnage il revient plus vite que la vitesse qu'il utilise pour donner le coup. C'est complètement contre-intuitif, mais en termes de gameplay, ça marche super bien. Et donc j'ai découvert ça en analysant Zelda frame par frame, en faisant pause. Bon, j'avoue, sur un émulateur, c'est pas très beau, mais ça m'a permis de comprendre comment ça marchait. Les contrôles du mode grimpe, j'ai vachement étudié Assassin's Creed, et il se trouve que les contrôles du personnage changent en fonction de la position de la caméra, mais à un angle bien particulier. Donc il y a tout un tas de détails comme ça, de subtilités, que j'aurais pas trouvé sans avoir étudié d'autres jeux, en fait. Dans le même genre, j'ai étudié le level design d'un niveau de Zelda, de plusieurs de mes références classiques, où là j'essaye je regarde, c'est souvent des let's play en fait, je regarde des let's play sur YouTube, si ça vous parle, des gars qui jouent à des jeux, vous voyez tout le jeu en entier, mais vous ne jouez pas. Et j'essaye de noter quelle est la première énigme, la deuxième, de voir comment les deux premières se combinent pour en créer une troisième dans la troisième salle, quels sont les ennemis, quelle est l'évolution des niveaux en fait. Donc j'ai fait ça sur 2-3 niveaux dans Zelda, un niveau dans Beyond Good and Evil. Pareil pour la musique, quand j'ai des musiques que j'aime bien, j'écoute souvent des musiques de jeux, de films. Je me dis, quand il y en a une qui m'accroche l'oreille, je me dis, tiens, c'est quoi cette musique? C'est quoi le type de musique? Il y a quoi comme instrument? C'est quoi la composition? Voilà, donc j'essaie de prendre du temps là-dessus. Pareil sur des combats que je trouvais trop mous dans mon jeu, qui le sont peut-être encore. Toujours pareil, étude d'un jeu qui me plaît bien. Je me suis rendu compte qu'il y a tellement d'effets dans un combat que c'est juste hallucinant. Il y a des éclats, des particules, la caméra qui bouge, des lumières dynamiques qui ont physiquement pas lieu d'être, mais qui rajoutent vachement en termes de sensations. Bon voilà, tous ces jeux-là que j'analyse, pour moi, ce sont des bons jeux, en tout cas des jeux qui me plaisent, et c'est les modèles que je vise. Et ils ont été énormément testés, ils ont une ergonomie qui est très très bonne. Donc je me dis, je vais essayer de les comprendre, voilà, d'en tirer ce qui est important pour mon jeu à moi. Dernier point, après on va se diriger vers la conclusion. Un truc qui n'est pas forcément facile au quotidien, c'est apprendre en fait. Parce que bon, je fais des choses, mais je ne passe pas mon temps à coder ou à créer tout le temps. Très souvent, je lis des choses, je regarde ce que font les autres en fait, un peu dans la continuité du slide précédent. Donc j'ai des artistes que j'aime beaucoup, que je suis, Fengzhu et David Revoy par exemple. Fengzhu propose d'excellents tutoriels sur le design. J'ai appris énormément en design en regardant ses vidéos, c'est incroyable. Puis des artistes que j'aime bien, donc Raphaël Lacoste, Part, Xad, Ankama, bon voilà. Des game designers que j'aime bien, je regarde leurs interviews, leur manière d'aborder le problème, le sujet, tout un tas évidemment. Bon, après c'est du plus classique, hein. Regardez des artistes sur DeviantArt ou sur YouTube, tous les sites de tutoriels, Blender Guru, Blender Cookie, Control Paint. Bon, je ne détaille pas tout, le reste est relativement classique. Donc j'essaye de faire ça régulièrement et j'essaye aussi de pratiquer régulièrement, mais pas forcément dans le cadre de mon jeu. C'est-à-dire que, bon, je sais coder, mais créer des graphismes et la musique, je suis loin d'avoir le niveau que j'ai en développement, puisque forcément le développement c'était ma profession avant. Donc j'essaye de dessiner régulièrement et de faire de la musique régulièrement. Donc je m'aménage dans la semaine une plage de 2-3 heures pour dessiner toutes les semaines et faire un dessin qui n'a rien à voir avec mon jeu. Ça peut être une étude de visage, d'environnement, etc. que je mets sur mon blog. C'est une espèce de
de deadline que je m'impose pour continuer à pratiquer régulièrement. Et pareil, toujours un petit peu de musique. Donc voilà, de temps en temps, je sors mon clavier, je joue dessus et voilà. J'essaye de le faire régulièrement. Bon, évidemment, c'est jamais aussi bien que ce que je voudrais, enfin aussi régulier que ce que je voudrais, mais voilà, ça permet d'avancer quand même pas mal. Bon, je vais arrêter de monopoliser le temps de parole. On va passer à la conclusion. Donc, un petit bilan personnel sur ce que c'est être indépendant. Il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien, je ne vous le cache pas. Donc évidemment, ce qui est super, vous en doutez, c'est une liberté totale sur tous les choix que je fais. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est extrêmement formateur. J'ai appris beaucoup plus depuis que je suis indépendant que quand j'étais en entreprise, en fait, sur tellement de choses. Et donc c'est très formateur, on apprend sur plein de domaines, on apprend aussi beaucoup à se débrouiller. Parce que voilà, je suis seul, mais je trouve plein de ressources sur Internet, mais pour chaque problème que j'ai, quand je ne sais pas, je cherche. Voilà. C'est une très bonne école pour apprendre. Et plus ça va, plus j'ai de l'expérience et plus je suis capable de me dire « Ok, si je fais tel choix, je sais que je vais avoir tel problème en codage, tel problème en animation. Il va falloir que je vérifie que la musique colle bien à tel élément, machin. » J'arrive à anticiper de plus en plus de problèmes. Ce n'est pas encore parfait, loin de là, mais bon, je sens une progression par rapport à mes premiers mois de travail quand même. Et voilà, dernier point que j'ai un peu évoqué, c'est que quand on est tout seul, on n'a pas de problème de communication. C'est-à-dire que dans une grande entreprise, le gars qui fait le design, il va devoir expliquer au mec qui fait l'animation comment le personnage doit bouger, avec quel rythme, quelle fluidité, ce genre de choses, et expliquer au codeur que ça serait bien que telle animation s'enchaîne avec telle autre, et le codeur veut dire il y a des contraintes techniques, etc. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Quand j'ai une idée en tête, du coup, j'arrive à percevoir un maximum des problèmes que je vais avoir, et je n'ai pas à communiquer ce que j'ai en tête à quelqu'un d'autre. Donc, le truc, c'est que dans une entreprise, la communication est nécessaire, hein, on est d'accord. J'ai marqué perte de temps, c'est un peu abusé, c'est pas une perte de temps, mais c'est un temps nécessaire dans l'entreprise que moi, je n'ai pas du coup à perdre, puisque pour moi, ce serait du temps perdu, d'essayer d'expliquer à qui que ce soit que je veux faire ci ou ça. Bon, évidemment, sur le point négatif, clairement, il y a des hauts et des bas. Je ne vous cache pas qu'il y a des jours où ça va très bien, où je me dis « Ok, c'est cool, j'avance », et il y a des moments où je suis au fond du trou, je me dis « Mais j'y arriverai jamais, c'est titanesque, c'est juste impossible, je suis très loin du niveau des artistes que j'admire. » Donc voilà. Ça aussi, on peut arriver à canaliser, à combattre sa démotivation. Il y a des petits trucs, je pourrais en parler pendant les questions si vous voulez. Un autre point qui est très négatif, c'est qu'on n'a mais absolument aucune excuse quand je n'avance pas. Quand je n'avance pas, c'est parce que je suis allé traîner sur Internet, regarder Facebook, ou que juste je n'ai pas été bon. Voilà. Là, il n'y a pas de « Ah mais on attend le graphisme de un tel, non mais le code il bug, machin ». C'est tout mon problème en fait, c'est tout ma faute tout le temps quand ça ne marche pas. C'est parfois un peu dur à accepter, mais bon, ça rend très lucide. Évidemment, tout ce que je fais, c'est moins bien fait que par un pro de chaque domaine. Alors, je mets chaque domaine. À part le développement, je me défends un peu, mais voilà, clairement, les graphismes, c'est en dessous de ce que ferait un artiste professionnel, la musique également. Mais mon but à moi, c'était d'apprendre un maximum de choses. Donc, effectivement, c'est moins bien fait que par un pro, donc ça m'oblige à accepter mes propres limites. Et systématiquement, quand je vois ce que je fais, je me dis, c'est pas vraiment ce que j'avais en tête quand même. Donc, souvent, on me fait des retours, ah, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. C'est toujours très cool, mais c'est dur de prendre les retours en disant, ok, merci, c'est super ton retour, et en sachant pertinemment que, ben ouais, ça je le sais, je me le suis dit 30 fois, mais j'ai pas les compétences encore pour le faire. C'est dur d'accepter ses propres limites. Mon dernier point, c'est très très long, mais ça, très mauvais choix de ma part au début. Je suis parti sur un jeu d'aventure, trop ambitieux certainement. Ceci dit, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. Bref, point sur le jeu dont j'ai finalement pas trop parlé, j'ai plus parlé de ma méthode de travail, mais pas tant du jeu lui-même. Donc voilà ce que j'ai fait, un petit jeu d'aventure en 3D, en développement depuis 2 ans et demi. Il atteint un état qui est présentable, c'est d'ailleurs pour ça que je vous propose de faire un petit test après. La démo que je propose dure 45 minutes à peu près. Et en tout, si la démo fait 45 minutes, mais tout le jeu que j'ai codé, je ne mets pas tout dans la démo évidemment. Hein. Pour l'instant, j'en suis à peu près 45% de l'ensemble du contenu du jeu, qui est dans un état présentable, mais pour moi pas suffisamment fini encore. Donc je suis à peu près à 2h30 de jeu jouable. Et donc j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'étais greenlighté depuis 1 mois sur Steam Greenlight, peut-être certains connaissent. Ça faisait 1 an que j'étais dessus, donc il y a eu des gens qui ont voté. Je n'ai pas vraiment d'idée sur pourquoi depuis 1 mois j'ai été greenlighté. C'était un peu la bonne surprise récemment. Donc j'ai envisagé de refaire une campagne marketing avec un trailer mieux que ce que j'avais, etc. Donc pour le futur, je pense que j'ai encore 1 an de travail, clairement, en termes de contenu, et puis après, en termes de finition, ça pourra vraisemblablement aller au-delà. Il faut que j'arrive à créer une communauté autour de mon jeu, essayer de le présenter, de trouver des gens que ça peut intéresser. Et voilà, sur le marketing et la communication, clairement, j'ai encore du travail. J'en ai pas beaucoup parlé là, je pourrais en parler après si vous voulez. Mais voilà, j'ai beaucoup de travail de ce côté-là, je le sais. Dernier conseil, pour ceux qui veulent se lancer, c'est le dernier slide.
après j'ai fini. Si je peux donner juste un conseil aux gens qui veulent se lancer, déjà super, hein, c'est bien. Mais le logiciel ne fait pas tout. Moi, quand je me suis lancé, j'étais tellement persuadé qu'il fallait connaître le logiciel qui va bien, que les pros utilisent pour faire quelque chose, et en fait, c'est loin d'être ça. Pour la programmation, il faut apprendre à résoudre un problème avec un papier, un crayon. Vraiment, je suis toujours en train de gribouiller. Pour les graphismes, c'est cool d'avoir Blender ou 3D Studio, machin, mais si on ne sait pas dessiner avec un papier, un crayon, un personnage, si on n'a pas des connaissances anatomiques, les connaissances du mouvement, de la dynamique, qui ne sont absolument pas liées au logiciel, ben on aura beau avoir 3D Studio ou Maya, on n'arrivera pas à faire grand-chose. Pareil pour la musique, on peut avoir un soft qui nous permet de séquencer des musiques sur le PC, etc. Mais si on ne connaît pas un minimum de solfège ou un instrument, je dis pas être Mozart ou Delacroix hein, pour le graphisme, mais avoir quelques notions. Voilà, savoir le faire sans ordinateur, c'est réellement un plus. Donc la seule citation que je mets ici, c'est voilà, Try again, fail better de Samuel Beckett. Il y en a plein d'autres qui disent pareil sur Internet. Hein. J'ai pris celle-là parce qu'elle était courte et efficace. Mais bon, globalement, il faut essayer et malheureusement, ça prend du temps de progresser, quoi. On se plante beaucoup. Donc voilà, merci pour votre attention. Donc si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Il y a plus d'infos sur mon blog pour ceux qui veulent. Donc voilà, après on pourra faire une séance de test si vous voulez. Est-ce que tu peux répéter les questions avant que les gens me disent ouais. Avant que tu me répondes. Ok. Tout à fait. Ouais. Et finalement, qui sont vos premiers testeurs pendant un niveau D'accord. il y a toujours un feedback qui est important, qui doit être très tôt dans le... Ouais, effectivement. Alors bon, je répète la question. Donc, qui sont mes premiers testeurs avant les amis ou les gens qui me font des retours? Bon, concrètement, le premier testeur, c'est moi. Au quotidien, tout le temps, je suis toujours en train de tester mon jeu, sauf que effectivement, je ne suis pas objectif. Je suis de moins en moins objectif. Mais les premiers tests que je fais, c'est avant tout des tests. Sur le ressenti global, souvent, je me rends compte que les impressions que j'ai sont finalement assez partagées par les testeurs qui viennent après. Avec l'expérience, je me rends compte que les premières impressions que j'ai sont souvent bonnes. Je ne dis pas qu'elles sont tout le temps bonnes, il y a des points des fois où j'ai des surprises, mais globalement, mes premiers tests sont assez en accord avec les retours que j'ai un peu plus tard. Donc de ce côté-là, je commence par mes tests à moi, et depuis peu, j'envoie régulièrement, tous les mois, mes nouveaux niveaux à la famille, globalement, pour tester, enfin, disons aux gens qui sont intéressés aussi, hein, voilà. Je n'oblige pas tout le monde à tester mon jeu, je dis les gens qui sont intéressés, qui jouent régulièrement, je leur envoie maintenant, tous les mois, mes nouveaux niveaux pour avoir un retour relativement régulièrement. Mais c'est vrai qu'au début, ça a pendant très longtemps été moi, tout seul, et parce qu'au début, finalement, il n'y a pas grand-chose à tester. Avant d'avoir un réel contenu à faire tester aux gens, c'est pas facile. Mais bon, les premiers prototypes, clairement, c'est mon frangin. Je suis très proche de mon frangin, et il a testé beaucoup de choses au début, quoi. Ça répond à ta question? Oui. D'accord. Je trouve que tu as une vision très négative en fait, du travail en équipe. Et c'est peut-être lié à tes précédentes expériences en entreprise ou j'en sais rien. Mais est-ce que tu ne crois pas que justement, peut-être que tu as cette vision-là parce que tu n'as jamais trouvé des personnes avec qui tu avais des accroches ou qui partageaient un peu la même vision que toi sur tous les plans de création que tu as. Ouais. tu touches un peu à tout, voilà, mais ouais. Je pense que des personnes créatives comme ça, oui, peut-être que ça court pas les rues, mais tu vois, si tu arrivais à les trouver, peut-être que tu pourras leur proposer de travailler avec toi et que ça irait beaucoup mieux. Parce que là, c'est vrai, ces gens, tu veux tout faire tout seul parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. D'accord. Alors, bon, juste, je répète la question. Est-ce que j'ai pas donc une vision un petit peu négative du travail en équipe, si j'ai bien compris, me pousse à travailler essentiellement tout seul? Est-ce que j'ai pas encore rencontré la bonne personne, peut-être? Alors, pour répondre à ta question, le choix de travailler tout seul, enfin, bon, déjà, désolé si j'ai montré une image négative du travail en équipe, c'était pas du tout mon intention. C'est juste que j'ai jamais eu l'occasion de travailler en équipe dans une entreprise de jeux vidéo. Donc, ce que je présente, c'est ce que j'ai vu sur Internet, ce que j'ai perçu du travail par différents biais. Donc ça ne veut pas dire que c'est une vision exacte, c'est juste la vision que j'en ai. Et encore une chose pour moi, elle n'est pas négative. Si un jour j'ai l'occasion de travailler en équipe dans une entreprise de jeux vidéo, j'espère qu'un jour ce sera le cas, je suis persuadé que j'apprendrai énormément de choses. Le choix de travailler tout seul, c'est pas tant
c'est pas tant une question de choix, c'est que j'avais pas vraiment le choix. C'est que là où j'étais, enfin je viens d'un domaine qui n'est pas le jeu vidéo en fait. Donc j'ai très peu de contacts dans ce domaine-là, j'ai très peu de contacts d'artistes, j'ai très peu de contacts de game designers. Donc voilà, je commence un peu à en avoir, mais au moment où je me suis lancé, voilà, je connaissais quasiment personne, et c'était une envie finalement assez personnelle. C'est avant tout l'envie d'apprendre aussi qui m'a poussé. Je me suis dit, peut-être je pourrais mieux me valoriser auprès d'une entreprise de jeux vidéo, parce que bon, à terme, si mon jeu ne marche pas, clairement, c'est ce que j'envisage. Je veux travailler dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui me plaît. Et je me dis, pour montrer aux gens que je suis un maximum motivé, et peut-être avoir un peu plus de crédibilité dans ce rôle de passionné, on va dire, je me suis dit, ça peut être une bonne chose de toucher un peu à tout, en sachant que bon, mon domaine d'expertise de base, c'est quand même le développement. Et voilà, après, le truc, c'est que je me lance dans un projet comme ça, c'est un gros projet. Je ne me vois pas de demander à quelqu'un de bosser pour moi gratuitement, et je ne peux pas payer les gens, en fait. Parce que je me suis dit, c'est compliqué de demander à quelqu'un de travailler pour moi. Tu vois, quand tu es au chômage, tu te dis, bon, comment j'ai déjà du mal à me payer moi, comment je vais payer quelqu'un d'autre? Et je ne veux pas demander aux gens de travailler gratuitement, surtout si je leur demande un travail de qualité. Après, j'ai travaillé en équipe, dans une entreprise qui n'était pas du jeu vidéo. Il y a des gens avec qui ça se passe bien, il y a des tensions, mais comme dans toutes les entreprises, je pense. Tu vois? Donc bon, quand même, point que je tiens à préciser, désolé si j'ai offensé les gens qui travaillent en équipe, c'est pas du tout mon intention. Ça répond? Ouais. Et du coup, est-ce que tu connais les Game Jam? Ouais, Game Jam, je connais. Alors, j'en ai jamais encore fait. Jessie m'en a proposé une la dernière fois. Bon, c'était un moment où j'étais pas dispo. Et j'ai commencé à rencontrer... Enfin, moi, je suis sur Toulouse, normalement, de base. Et j'étais tellement persuadé d'être tout seul sur Toulouse à faire du jeu vidéo que pendant un moment, je n'ai pas rencontré grand monde. Et dernièrement, je me suis rendu compte qu'il y a des petits événements qui commencent à apparaître. Et il y a une communauté de développeurs indépendants sur Toulouse que j'ai commencé à rencontrer, qui eux aussi font des game jams. Et donc, je pense que la prochaine, j'essaierai d'y aller. Parce que c'est vrai qu'on a l'air d'apprendre des trucs vraiment sympas, de rencontrer des gens cool. Donc, ouais, j'essaierai clairement. D'autres questions? Ouais. Donc du coup, c'est super que ton jeu ait été greenlighté sur Steam. Ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait? Alors, bon, je répète la question. Donc, c'est cool que mon jeu ait été greenlighté. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Steam Greenlight, c'est une plateforme où on peut soumettre son idée de jeu. Souvent, on poste le strict minimum, c'est une vidéo et 5 screenshots, je crois, quelque chose comme ça. Même si c'est que des concepts, peu importe. Et un descriptif du jeu, c'est bien aussi pour expliquer aux gens. Donc on met ça sur Steam, il y a des projets plus ou moins avancés, il y a des projets qui sont au stade de concept, des projets qui sont au stade de bêta quasiment. Et les gens qui sont sur Steam, donc les joueurs, peuvent venir voter pour un concept, dire ça j'aime bien, donc en gros on a un certain nombre de votes. Et quand on atteint un certain nombre de votes qui, pour moi, restent encore assez obscurs, je n'ai pas tout à fait compris les critères de sélection, Steam nous contacte et nous dit « Ok, on accepte de prendre votre jeu et de le distribuer sur Steam ». C'est-à-dire, en gros, ils acceptent de nous distribuer sur leur plateforme, qui est globalement la plus grosse plateforme de distribution de jeux en ligne pour au moins les PC, Mac et je pense Linux aussi. Linux, je ne suis pas sûr, je m'avance peut-être un peu. Et donc à ce moment-là, ils m'ont contacté et je n'ai pas encore de contrat de distribution. Ils m'ont dit, quand vous sentez que votre jeu est suffisamment abouti, vous nous contactez, on vous fournira un contrat de distribution, on discutera les termes de la distribution, etc. Mais globalement, pour l'instant, j'ai un accord de principe qui, a priori, n'a pas de limite dans le temps. Ça veut dire qu'ils ont estimé que le concept de mon jeu était suffisamment bon pour qu'ils puissent le distribuer, qu'il y avait une rentabilité possible. Et voilà, donc pour l'instant, j'ai eu, bon, c'est pas caché, enfin, c'est caché normalement, mais j'ai eu 1300 votes. Je le dis, c'est pas... Ce qui est, je pense, pas si énorme que ça. Les premiers jeux sur Steam, enfin sur Steam Greenlight, sont plutôt aux alentours de 10 000 votes positifs. Enfin, vraiment le top 5. Ceci dit, j'ai moins eu de votants, peut-être mon jeu était moins visible aussi, c'est compliqué à analyser ce genre de choses. Mais bon, globalement, ça me garantit une distribution sur Steam le jour où je suis prêt, ce qui est déjà pas mal. Et du coup, si tu veux vendre ton jeu, Question derrière aussi. tu donnes 1%. Alors ouais, alors après ils prennent un pourcentage, donc là, mystère, je ne sais pas encore combien. De ce que j'ai discuté avec d'autres développeurs, je vais peut-être dire une bêtise, donc vérifiez les gens sur YouTube ou ailleurs, j'ai entendu dire que globalement, ils prenaient 40% du revenu du jeu et que le reste était pour le développeur. Je pense que c'est le genre de choses qui se négocient en fonction de l'objectif de vente, du cible, enfin de la population cible, voilà. Ça doit pouvoir se négocier. Je ne sais pas exactement, je vous en dirai plus quand j'aurai avancé.
Ouais. À part ça, sur ça, c'est quoi la communication que tu as déjà faite Alors. Qu'est-ce que tu as fait dans le sens du marketing Ok. Donc question, qu'est-ce que j'ai fait pour la communication et le marketing, outre cet aspect Steam Greenlight? Globalement, comme je le disais, c'est pas mon point fort à l'heure actuelle. Hein. Dans ma conclusion, j'ai bien présenté ça. J'essaye d'être présent sur les réseaux sociaux, en espérant que le bouche à oreille fonctionne avec la démo que je rends publique. Enfin, j'ai une démo qui est publique depuis quasiment le début de mon jeu, mais que j'upgrade régulièrement pour avoir des retours relativement régulièrement. Donc j'espère que cette petite démo va me permettre de toucher une communauté. Je la poste sur Facebook. Dernièrement, je me suis inscrit sur Twitter. Je suis sur IndieDB, qui est également un site de jeux indépendants. Toujours pareil, qui propose plein de jeux. Là, il n'y a pas de système de vote, mais ça permet de toucher une communauté aussi. J'essaye de poster pas mal de trucs, et pour l'instant, je n'ai pas fait de réelle communication soutenue. Par contre, je prévois d'en faire le jour où j'aurai une démo que j'estime être suffisamment de qualité, ou alors le jeu complet. Et pour ça, j'ai une liste de contacts marketing. Et là, bon, pas de secret, hein, je vais sur les sites de jeux vidéo. Donc, disons en France, jeuxvideo.com, jeuxvideo.fr, il y en a tout un tas. J'ai parcouru tous les sites, je suis allé dans l'onglet contacts. J'ai noté tous les contacts du maximum de journalistes que je peux, spécialisés. Donc, sur les sites français, anglais, espagnols, le max de trucs que je pouvais trouver partout. Et je le fais encore de temps en temps, régulièrement. Quand je vois un nom de site qui passe dans une news que je ne connais pas, je me dis, tiens, c'est quoi ce site? Je vais voir. Je regarde le contact. Je vais sur un site qui s'appelle Statsaholic, je ne sais pas si vous connaissez, ou peut-être Alexia maintenant. Bon, c'est des sites qui référencent la portée de chaque site, en fait, et le nombre de visiteurs. Donc, pour chaque site de presse que je vais voir, je fais un petit test sur ce site-là qui me dit, le site de presse que tu viens d'aller regarder, il a tant de visites par jour, ou... ça y est, on l'a perdu. Il a tant de visites par jour, il touche tant de personnes, et j'ai un classement avec les sites les plus vus, les sites les moins vus, des sites spécialisés indie, spécialisés jeux d'aventure, spécialisés mobile, machin, et j'ai une liste que je mets à jour régulièrement, comme ça, qui est peut-être de, je sais pas, 500 contacts, comme ça. En fait, c'est une technique que j'ai vue en regardant peut-être Indie Game The Movie, je ne sais pas si vous avez vu le film, peut-être, un film sur des développeurs indépendants, et il y a notamment les développeurs de Super Meat Boy qui parlent, et il y a un mini-moment dans le film où on voit une capture d'écran où, je ne sais plus si c'est Tommy ou Edmund qui présente leur liste de contacts. Ils disent, bon voilà, ça c'est une liste de contacts, c'est comme ça qu'on a fait la pub de Super Meat Boy. Rien de magique, on a contacté les gars, et ils nous disaient, bon voilà, ça c'est la liste de contacts, on a 700 contacts. Et je me suis dit, 700 contacts, c'est monstrueux, j'arriverai jamais à avoir ça. Et donc je m'y suis mis direct, j'ai essayé de choper le max de contacts que je pouvais sur tous les sites. Un truc qui marche très bien de plus en plus, c'est les gars qui font des reviews sur YouTube. Des youtubeurs un peu connus. Bon, le plus connu, c'est... j'arrive jamais à prononcer son nom. Je vais me faire laminer. PewDiePie, PewDiePie, je ne sais pas. Mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de gens qui font des revues, certains qui sont spécialisés sur les jeux indés. En France, il y a... ça y est, Atomium, ouais, qui est pas mal connu, en tout cas via jeuxvideo.com, qui fait des revues de jeux indépendants. Donc tout ça, pareil, j'ai une liste de contacts de youtubeurs que je contacterai le jour où j'estimerai que j'ai quelque chose de potable qui peut réellement avoir un impact. Donc j'attends le bon moment en fait pour faire ça. Mais de temps en temps, je communique sur la création au quotidien. Tiens, aujourd'hui j'ai fait un modèle, je le poste sur Twitter. Aujourd'hui j'ai eu telle galère, je fais un post sur mon blog. Voilà, ce genre de choses. Ok. Ouais. Suite. Oui, qui reste flou, hein, je précise. Non, j'ai déjà le prix en tête un petit peu. J'ai calculé, alors le problème c'est qu'à l'époque, quand je me suis lancé, j'ai calculé ça, je me suis dit, on va me prendre une marge de 50% des bénéfices. J'étais très optimiste. Je pense qu'avec Steam, si j'ai un distributeur, plus les charges de l'État français en fonction de mon statut social sur la création d'entreprise, etc., je pense que je vais perdre 80% des revenus, si ce n'est pas 90%. Donc, mes prévisions étaient un petit peu optimistes, petit gars qui commence, qui ne connaît rien. Voilà. Depuis, je me suis renseigné un peu, j'ai appris. Mais bon, à l'époque, j'étais parti sur une vente de, disons, 6000 jeux pour être bien à, disons, 12 € ou 15 $ à voir. J'étais parti sur ce modèle-là, je me suis dit, il faut... Achat unique pour le jeu, classique. Rien d'autre, rien de plus, pas de DLC, c'est du très, très simple. Modèle ancestral, j'ai envie de dire. On fait un produit, on le vend, point barre. En tout cas, c'est le type de jeu que je vise. Parce que
Mes jeux de référence, alors bon, peut-être moins pour les récents, mais les premiers, les Rayman, les Beyond Good and Evil, les premiers Zelda, c'était comme ça, c'est t'achètes le jeu, point barre, t'as le jeu. C'est le modèle le plus simple que je maîtrise, enfin que je maîtrise le plus, mais que je maîtrise pas encore très bien. Parce que les achats in-game, tout ça, ça fait des business models beaucoup plus compliqués que je me sens pas de manipuler. Et puis le type de jeu que je fais, je pense, se prête pas forcément à ce genre de business model. En tout cas, je l'envisage pas comme ça pour l'instant. Ouais, non, mais les tests, ça peut attendre. De toute façon, la démo est sur le net, si vous téléchargez chez vous. Ouais. Il arrête pas de se faire griller, le pauvre. Ah, la magie. Ok. Alors, donc, le truc que je n'ai pas expliqué sur pourquoi est-ce que les tonneaux flottants limitent la taille du monde. Alors, on est d'accord que c'est une conséquence. Il y a des solutions à ce problème-là, mais j'ai choisi de pas la traiter pour l'instant. Donc, l'idée, c'est que, pour expliquer rapidement le contexte, il y a un moment donné où le moyen de navigation dans le monde, qui est un océan, c'est une tortue. On se balade sur une tortue. C'est d'ailleurs la première image de ma présentation, peut-être vous l'avez vu. Le perso est sur une tortue, on peut se balader. Et je me suis dit, ça, c'est un peu tout mou, quoi, comme passage. Je me suis dit, je vais rajouter des tonneaux à casser avec des bonus dedans qu'on peut essayer de, voilà, pour faire des petits parcours. Donc ces tonneaux-là, j'ai voulu qu'ils soient flottants et qu'ils bougent un peu, qu'ils aient une espèce d'animation pour ajouter un peu de la vie, parce qu'un tonneau qui ne bouge pas sur une mer, c'est bizarre en fait. Et ce simple choix-là, je me suis dit, le personnage, à côté de ça, il y a une certaine liberté, il peut aller partout. Il peut nager, il peut sauter sur le tonneau. Et à ce moment-là, c'était le premier type d'élément de gameplay qui bougeait sur lequel le personnage pouvait aller. Ça m'a demandé de coder une prise en compte des mouvements des plateformes sur lesquelles le personnage se trouve. Et il faut savoir que Unity ne fait pas ça de base, en tout cas, pas pour les objets qui ne sont pas purement physiques. Et le personnage n'est pas un objet physique pur, il y a toujours tout un tas de hacks pour le déplacement, pour gérer les marches, pour tout un tas de choses. Le personnage ne fait pas partie du moteur physique lui-même. Donc il y a tout un tas de trucs à coder soi-même, notamment cette partie-là. Et je me suis renseigné, donc ça fait appel à des transformations de matrices, etc. Comment prendre la matrice de transformation du tonneau qui flotte, appliquer le mouvement sur le personnage, etc. C'est des calculs un peu complexes, donc je me suis renseigné dessus, j'ai trouvé des méthodes sur le net que j'ai codées. Le truc, c'est que quand je code ça, l'algorithme lui-même n'est pas très stable, parce qu'il y a des calculs assez compliqués d'inversion de matrice, où il faut une certaine précision de calcul. Cette précision de calcul, elle est limitée sur l'ordinateur, comme sur une calculette, comme sur tout device, j'ai envie de dire, qui est soit 32 bits, soit 64 bits, mais les calculs avaient une bonne précision aux alentours de l'origine du monde, donc pour des valeurs comprises entre, disons, 100 et moins 100, donc la position de l'espace. Mais dès qu'on allait au-delà d'une grande valeur, typiquement, si on est loin de l'origine du monde, et comme c'est un open world, je suis obligé d'avoir des points qui sont à certains endroits loin de l'origine du monde, parce que les îles sont à certains endroits sur l'océan. Et quand je m'éloignais, j'ai fait des tests, je me suis rendu compte que la précision de calcul était beaucoup moins bonne. Et à certains moments, la position du personnage qui était calculée se trouvait légèrement dans le tonneau. Et Unity, ça, il ne sait pas gérer. Quand deux objets sont déjà en intercollision, j'ai envie de dire, il ne les ressort pas l'un de l'autre. En tout cas, à l'époque où j'avais fait ça. Peut-être la nouvelle version le fait, je n'ai pas retesté depuis. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le personnage passe à travers le tonneau comme s'il n'existait pas. Et c'est un sacré bug, en fait. Ce n'est pas vraiment bloquant pour le gameplay ou quoi, mais ça va casser l'expérience du joueur. On est d'accord. Et la solution que j'ai trouvée, c'est limiter la taille du monde en deçà des valeurs qui posent problème. J'aurais pu coder, optimiser l'algorithme pour faire des transpositions, des calculs sur une plage de valeurs comprises entre 1000 et moins 1000. Mais bon, c'est de l'analyse numérique, j'ai quelques compétences, mais c'est du taf. C'est du taf. Donc voilà, c'est l'explication délirante. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre pourquoi, en fait, c'était fou. Voilà. Question ? Ouais. Ouais. Effectivement. Alors, donc question, je répète toujours. Pourquoi est-ce que je n'essaie pas de peaufiner le bout de jeu que j'ai à l'heure actuelle, qui correspond à 45% du jeu, jusqu'à avoir un état, disons, correct pour le vendre,
et en espérant que ça me finance la suite. Honnêtement, je l'envisage. Je l'envisage. Alors peut-être pas pour vendre cette partie-là, mais ce que j'envisage, c'est un truc qui est un peu similaire, c'est peaufiner la démo au maximum pour espérer lancer peut-être un financement participatif, ce qui est relativement proche, pas exactement pareil, mais assez proche. Donc je l'envisage un peu, ça va faire partie des choses dont je parlais au début. J'ai encore, disons, 1 an de battement. Honnêtement, je pense que j'ai moins qu'1 an, je pense que je vais avoir 8 mois, 9 mois maximum en fait. Et je vais devoir trouver des alternatives. Donc ça fait partie des choses que j'envisage. Après, j'ai marqué 45%, c'est un peu trompeur quand même, parce que, voilà, je dis j'ai globalement 45% du jeu qui est jouable, mais c'est 45% en termes de contenu. Le moteur, lui, est beaucoup plus avancé. Franchement, sur le moteur, j'ai quasiment tout, je suis peut-être à 80%, 90%. Ce qui veut dire que les niveaux que je fais, globalement, au tout début, le premier niveau, mais il m'a fallu 6 mois pour le faire, pour avoir quelque chose de, disons, correct. Maintenant, en 1 mois, j'arrive à faire quelque chose qui est du niveau de ce que je faisais avant en 6 mois. Ce qui veut dire que les 55% qui me restent, j'ai espoir de les faire plus vite, finalement, que les 45% que j'ai déjà fait. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Alors, bon, c'est encore un peu flou pour moi, hein, mais plus j'avance, plus j'arrive à déterminer de manière précise, on va dire, le temps de travail que ça me demande. Mais clairement, faire une version plus petite, mais finie, pour financer le reste, ouais, je l'envisage. Merci. Bonjour. Ok, bon, bah, peut-être on s'arrête là. Ouais, super. Ok.